Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui du stress dans la suite d'une série de vidéos qui mentionne différents indicateurs que j'estime pertinents pour la perte de graisse ou la prise de muscle, donc des changements globalement de composition corporelle, de quoi est composé votre corps. Donc, dans les dernières vidéos, j'ai parlé très brièvement de la pesée, parce que c'est intéressant de se peser une fois par jour ou tous les jours, ce genre de choses, des mesures anthropométriques, typiquement le tour de taille. J'ai parlé de l'indicateur général du sommeil et de 3 stratégies pour optimiser cela, qui est extrêmement important. Et je pense que c'est intéressant de parler assez vite de quelque chose qui est très proche de l'importance du sommeil, c'est la gestion du stress. Le stress et le sommeil sont fortement interdépendants. Vous allez comprendre tout de suite. Vous dormez mal, vous êtes stressé. Vous êtes stressé, vous dormez mal. Génial, cercle vicieux. Pourquoi tu dors mal? Bon, bah, je stresse. Ok, pourquoi tu es stressé? J'ai mal dormi. Et voilà, ça continue. Et puis, du coup, quelque part, il faut briser ce cycle. Et vous comprenez très bien qu'il y a un lien malheureux, on va dire, hein, parce que c'est quand on est stressé que justement on serait content de pouvoir avoir une bonne nuit de sommeil et de repartir sur un meilleur pied. Mais c'est rarement aussi évident que ça. Donc, comment gérer le stress? Il y a plein de solutions, bien sûr. Mais je vais commencer par faire un rapprochement entre les effets physiologiques, avant de parler peut-être de l'aspect psychologique notamment, du stress. Les deux sont toujours liés d'une certaine manière. On parle de psychophysiologique d'ailleurs. Mais lorsque vous avez un manque de sommeil, vous avez typiquement une perturbation du métabolisme du glucose. J'y viens dans un instant, hein. Mais c'est également quelque chose que vous retrouvez dans le manque de sommeil. Donc globalement, ce qui est commun entre le manque de sommeil et le stress, c'est que vous avez quelque chose qui vous rapproche un petit peu plus d'un état, et je pèse parfaitement mes mots quand je dis ça, hein, de diabétique. Diabétique de type 2, on est d'accord, bien sûr. Mais quelques nuits où vous allez dormir que 4 heures, vous faites un test chez le médecin qui mesure par exemple votre glycémie à jeun, ou vous fait passer un test comme un OGTT, si vous voyez de quoi je parle. Donc vous avez un test, vous avez une référence, et vous allez chez le médecin après 4 nuits où vous avez littéralement pas dormi, je sais pas, il y avait vos examens, etc. Donc petit bonus de stress au passage, et le médecin arrive avec les résultats, puis vous dit écoutez, il se peut que vous ayez un diabète, on doit peut-être faire des tests complémentaires, et puis peut-être que là vous allez pouvoir lui dire ah mais c'est juste, je me souviens, bon je vous ai pas dit, mais en gros je suis en plein examen, j'ai pas dormi, j'étais stressé, et bien sûr ça va parler au médecin qui va se dire bon peut-être on refait ce test dans une semaine quand vous avez pu dormir normalement, etc. Donc la perturbation du métabolisme du glucose, c'est quelque chose qui est parfaitement avéré, que vous allez pouvoir retrouver ici, qui est médicalement vérifiable. Donc, globalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez améliorer à la fois votre sommeil et votre gestion du stress, il faut opter pour des stratégies qui vous permettent de restaurer un métabolisme normal du glucose. Donc un métabolisme du glucose qui n'est pas empiété, ou quelque chose qui ne va pas vers une intolérance au glucose, ou une mauvaise même digestion d'ailleurs du glucose aussi. Bon, pas que du glucose, donc ce qui permet au final d'obtenir du glucose. On va rester simple dans cette vidéo. Plusieurs choses à considérer. Je vous donne une liste ici. La respiration, les entraînements, l'intensité et la durée de certains entraînements, et puis cette interdépendance entre le sommeil et puis le stress, mais aussi l'exposition à la lumière et d'autres choses quelque part qui, d'un point de vue, je dirais plus général, mais notamment psychologique, des choses qui ont une forme de sens, une espèce de routine, pas dans le sens une routine où vous vous ennuyez, mais une routine avec deux, trois petites choses qui se déclenchent et qui vous remettent sur les rails, qui vous redonnent une direction. Et donc, dans cette gestion du stress, je suis en train de vous dire, il y a à peu près tout qui est important. Bon, on a envie de se dire, oui, mais c'est quoi le truc qui fonctionne? Bah, peut-être un petit peu tout. Peut-être, pour donner un premier exemple, il s'agira de bien gérer votre lumière pour mieux dormir, pour justement moins stresser. Dans un deuxième temps, peut-être qu'il s'agira de travailler sur votre respiration. Regardez si vous respirez on va dire de manière pas très adéquate, pour pas trop rentrer dans les détails de la respiration, mais vous êtes capable vraiment de respirer sans un pattern qui est lié à une respiration un peu de stress. Donc ça implique, pour faire simple,
la capacité de ne pas trop recruter ces muscles de respiration qui vont faire des grandes respirations thoraciques comme ça, mais plutôt juste vous dire vous êtes posé et puis vous avez la capacité de faire respiration, alors le diaphragme est toujours impliqué bien sûr, mais plus avec un mouvement de ventre qui gêne certaines personnes qui ne veulent pas avoir leur ventre gonflé, mais bon voilà. Donc par exemple ceci, par exemple mieux gérer la lumière, par exemple prendre un repas que vous avez pris le temps de bien mastiquer, qui vous fait plaisir et que vous digérez bien, aussi par rapport voilà, aux aliments que vous connaissez, etc., avant de dormir. Et du coup, vous avez réussi à vous apaiser, à bien manger, bien digérer, à bien dormir, et le lendemain, parce que vous avez réussi aussi à diminuer certaines expositions, par exemple au spectre bleu de la lumière, vous allez pouvoir mieux dormir, mieux gérer votre stress. Et là, j'ai même pas parlé encore d'activité physique. J'ai même pas parlé encore de routine ou ce genre de choses. Donc tous ces critères sont intéressants. Donc lorsque vous gardez le critère stress, par exemple dans vos coachings, moi ce que j'aime bien faire, c'est quelque chose de subjectif, parfaitement assumé, mais de subjectif. C'est de demander à la personne, sur sa propre échelle, de mesurer son niveau de stress entre 0 et 10. 0 étant le niveau de stress le plus bas possible, et 10 étant un niveau de stress tellement élevé que finalement on sent que soit on va craquer, soit on va tuer quelqu'un, soit on va faire un burn-out, soit on va insulter notre boss, soit on va quitter notre job. Vous voyez un petit peu l'idée. Mais 10, on est au bord de la rupture. 0, plus zen que vous, il n'y a pas. Donc sur l'échelle de la personne en question, c'est à elle de choisir. Ah, je suis à 5. Et par exemple, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui vous dit, elle semble super zen, puis elle va vous dire, je suis à 7 là. 7 T'as l'air ultra zen, qu'est-ce qui se passe? Fait, ouais, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses en tête, ça tourne super vite dans ma tête, etc. Mais je suis de nature très calme. Par contre, je me sens stressé et sollicité par tout ça, je suis préoccupé, etc. Je le montre pas, mais clairement, je suis à 7 sur 10, je pourrais être tellement plus zen, c'est certain. Ah, ok, donc c'est très personnel. Et je veux justement que ce soit personnel, parce que chaque échelle va correspondre uniquement à la personne qui utilise cette échelle. Tout ce qu'on donne comme indication, c'est 0, vous n'avez jamais été aussi peu stressé, à 10, vous êtes au bord de la rupture, burn-out, etc. Et donc, là, avec ça, vous pouvez travailler sur vos objectifs et vous dire, ok, moi j'avais prévu tant d'entraînement, j'avais prévu tant de prise de muscle ou de perte de graisse par rapport à l'objectif, et la personne, vous l'avez en entretien coaching, puis vous dit, ok, là je suis à 9 sur 10 en stress. Tout de suite, ça doit vous faire tilt et vous devez vous dire vraiment, enfin vous faites comme vous voulez, mais en tout cas moi à votre place, je serais grandement préoccupé pour cette personne et je me dirais ok, peut-être que cette semaine on va faire un peu moins de volume d'entraînement, peut-être qu'on va remplacer tels exercices par tels exercices, peut-être que on va faire une semaine de maintien. Le but n'est pas de perdre du poids et pas de prendre du poids. Le but c'est de manger des aliments que vous digérez bien, que vous aimez bien. Peut-être on va passer à 2 entraînements au lieu de 4, etc. Vous voyez un petit peu la démarche. Cette idée qu'il y a beaucoup de stimuli différents qui peuvent être intéressants dès le moment qu'on s'adapte à ça, mais le stress, tout comme le manque de sommeil, vous l'avez compris, diminue cette capacité d'adaptation. Donc peut-être que ponctuellement, les meilleures adaptations qu'on peut avoir, c'est ne pas avoir d'effet négatif. Donc le simple fait de normaliser le stress, ça peut représenter la meilleure stratégie du moment. Donc mauvaise nouvelle d'une certaine manière, mais en même temps finalement c'est une prise de conscience. Donc c'est probablement une bonne nouvelle pour vos résultats sur le long terme. Je pense que de manière générale, une semaine stressante, c'est une semaine où le but c'est de passer au-delà de cette période de stress. Et une fois qu'on est passé au-delà de cette période de stress, on peut se dire, ok, on avait toutes ces ressources qui étaient utilisées pour le stress, maintenant on n'a plus cette période de stress, on a réussi à en sortir, et ces ressources qui étaient perdues pour faire face à ce stress-là peuvent être utilisées pour rester discipliné, concentré pour une perte de graisse, etc. ou construire du tissu musculaire sans être sans arrêt en train de mobiliser notre propre masse maigre pour refabriquer du sucre, etc. Donc voilà, pour le critère du stress, qui est grandement lié avec le critère du sommeil, je vous conseille, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, de regarder la petite vidéo relativement courte sur le sommeil, en espérant que ces différents indicateurs vous aident dans votre propre pratique. Voilà, je vous remercie d'avoir fini la vidéo si vous êtes arrivé jusque là, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo autour justement de tous ces critères que je juge du moins pertinents pour les modifications de composition corporelle. À la prochaine, ciao.